Les questions que se posent les Français sur l'école, et il y en a énormément. Monsieur le ministre, les masques vont-ils s'inscrire dans la durée dans nos écoles? Est-ce qu'il va encore y avoir des masques encore longtemps? Ça, c'est la question qui revient tout le temps sur les réseaux. Oui, c'est normal qu'il y ait cette question. On a tous envie que ça finisse, bien sûr. On n'en peut plus, bah oui. Alors, le jour où on commencera à arrêter, on commencera sans doute par l'école primaire et puis ensuite par l'enseignement secondaire. Et c'est quand les conditions sanitaires le permettront. Il y a une échéance ou pas du tout? Non, c'est impossible à dire. On a fait 4 protocoles, vous savez. Là, on est dans le protocole 2. Donc si on est capable à un moment donné de descendre dans le protocole 1, ça voudra dire qu'on pourra commencer à l'envisager. Pour l'instant, non, ce ne serait pas raisonnable. C'est quoi, jusqu'au mois décembre ou bien ce sera avant? C'est vraiment impossible à dire. Vous savez, on regarde l'évolution. Là, par exemple, en ce moment, la situation est plutôt bonne s'agissant du pays dans la population générale, hein, puisque ça baisse depuis plusieurs jours. Donc, si ça continue positivement, on peut imaginer des allègements, mais c'est trop tôt. En ce moment, on ferme plus de classes, hein, parce que c'est toujours comme ça d'ailleurs après les vacances. Donc, c'est en train de monter. J'espère que ça va s'arrêter. Parce que c'est la courbe qui a toujours. Parce que c'est un truc de fou, parce qu'en fait, le protocole, je vois plein d'écoles et plein de classes fermées. Le protocole, il est extrêmement dur. Et c'est vrai. Il est dur, oui, bien sûr. Mais il est fait pour nous protéger, donc il est extrêmement exigeant, puisqu'on ferme dès qu'il y a un cas. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on a dépassé le cap des 3000. L'année dernière, il nous arrivait de monter jusqu'à 8000. Donc c'est possible. Hein. Ça fait jamais que 0,5%. Donc c'est grâce à ça qu'on peut aussi ouvrir tout le reste. Et pour l'instant, la rentrée scolaire ne se traduit pas par un changement dans la baisse. Là. D'accord. Donc je reste. Donc pour l'instant, les masques, on va garder les masques. Hein. La vaccination pour les enfants ne sera-t-elle vraiment jamais obligatoire? Alors là aussi, ça fait partie des questions auxquelles on ne peut pas répondre de façon certaine, puisqu'il y a des études en ce moment internationales pour regarder l'intérêt de faire cela. Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Peut-être que ça le serait dans le futur. En plus, il peut y avoir d'autres variants, d'autres raisons de faire ainsi, mais pour l'instant, c'est 12 ans et plus. Oui. C'est 12 ans et plus, oui. Et normalement, ça ne devrait pas changer avant quelques temps. D'accord. Alors, ça, c'est vrai que donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Parce que vaccination obligatoire pour les enfants... C'est vraiment un sujet comme celui-là. C'est un sujet des autorités sanitaires qui, bien sûr, ça ne dépend pas de moi. Et à l'échelle mondiale, hein, puisque il y a des études pour voir l'effet que ça a sur les enfants, l'intérêt que ça représente, puisque les enfants ont moins de symptômes que les autres. Donc c'est quelque chose qui se déciderait si, à l'échelle mondiale, notamment l'Organisation mondiale de la santé, considérait qu'il fallait le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Allez, une autre question. Pourquoi les profs n'ont pas la vaccination obligatoire comme d'autres métiers? Ça aurait pu être le cas, mais il se trouve que c'est une profession où la vaccination volontaire est très forte. On a dépassé maintenant les 90%. On était à 89% d'après une étude qu'on a faite il y a 3 semaines. D'accord. Donc, et actuellement, le vaccin est proposé aux professeurs et à tous les adultes d'ailleurs qui travaillent dans les établissements en même temps qu'on le propose aux collégiens et aux lycéens. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit sur la base du volontariat, et c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a une question qui revient aussi souvent. Est-ce que vous êtes favorable au halal dans les cantines scolaires? Vous savez, moi, je suis favorable à la neutralité du service public. Donc, je pense que plus la question religieuse n'est pas un sujet de différenciation entre les enfants à l'école, mieux c'est le sens de l'école de la République. Alors là, c'est les communes qui sont dans les écoles qui sont en responsabilité de ça, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Elles ont des politiques un peu différentes d'un endroit à l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des choix, ce qui fait que chacun peut ensuite avoir la possibilité, par exemple, de ne pas prendre de viande dans un repas. Mais en tout cas, c'est important aussi que la neutralité du service public soit respectée. Alors, vous avez des questions autour de la table. Qui veut poser une première question? Valérie Benaïm, allez-y. Oui, à l'instant, ça a été la rentrée scolaire, il y a quelques temps de ça. On vous a pointé du doigt pour une déclaration que vous avez faite justement sur les allocations rentrée. Vous avez dit que certaines familles utilisaient ces allocations, notamment pour s'acheter des télévisions et autre chose que pour aider leurs enfants. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce que vous dites non, je suis absolument d'accord avec ce que j'ai dit, je ne reviens pas là-dessus? En général, j'essaye d'être cohérent. Hein. Si vous voulez, chacun sait que les allocations de rentrée, les familles en font des choses différentes selon chaque famille. Donc, si cette formule a pu heurter, c'est pas une formule à laquelle je tiens. Y compris un ministre du gouvernement, Olivier Véran, est revenu là-dessus. Oui, il est revenu, mais ce qu'il a dit n'était pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Parce qu'il a dit, au fond, qu'il pouvait comprendre qu'une famille utilisait ça, par exemple, pour payer une facture d'électricité d'arriéré. Et je pense qu'il a eu raison de dire ça, c'est vrai. Simplement, soyons lucides sur le fait que parfois, par exemple, certains pères de famille font des dépenses qui n'ont pas de rapport avec la rentrée scolaire de l'enfant. Donc je crois qu'il faut être honnête et dire les choses.
Et moi, je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays où parfois on donne des bons d'achat. Peut-être que ça peut venir d'ailleurs en plus de la rentrée scolaire. Je connais une mairie, par exemple, à Clichy-sous-Bois, où la mairie achète de la papeterie pour les enfants et les distribue équitablement entre toutes les familles. Mon fils voudrait Fortnite, moi. Je pense que, vous savez, on a un Mais sujet... vous comprenez que ça a suscité de l'émoi, parce qu'on a cru entendre que vous reprochiez à ces familles de faire autre chose avec cet argent-là. Non, mais je reproche rien à personne. Je constate qu'il peut y avoir des achats qui ne sont pas pour les enfants avec l'allocation de rentrée scolaire. Je crois que c'est un fait qui est d'ailleurs pas documenté de manière précise, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Et quand j'ai fait cette déclaration, parce qu'on a coupé une phrase, mais j'expliquais qu'il fallait partir de constats concrets pour voir comment on pouvait faire. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels, quand on compare avec les pays étrangers, on peut progresser. Vous voyez, quand au Brésil, Lula avait créé ce qu'on appelle la Bolsa Familia, c'est-à-dire le fait de donner des moyens aux mères de famille, c'était conditionné au fait que les enfants aillent à l'école. Bon, en France, on n'en est pas là, on n'a pas besoin de faire ça. Mais c'est assez normal de toujours veiller à l'intérêt de l'enfant. Moi, vous prenez chacune de mes décisions et on peut en discuter sur ce critère-là, l'intérêt de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit cela, mais ce n'était pas fait pour choquer, c'est fait pour dire comment on fait pour que les enfants puissent être le mieux équipés possible à la rentrée. Vous êtes très proche forcément du président Macron, vous voyez beaucoup. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de candidats à l'élection qu'à celle qui va arriver. Est-ce que vous pouvez nous dire, et enfin qu'on arrête le petit jeu, que le président Macron, qui au passage est très beau, vous pouvez nous dire... Vous l'avez vu à l'hommage à Bébel. Hein. Non mais vraiment, je reconnais qu'on a vraiment un très beau président, ça faut le dire. C'est jamais arrivé sur la Sacrée République. C'est une très belle analyse politique. Non mais pardon, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir que oui, il sera candidat? Mais il ne le fera jamais, Jean-Michel Blanquer. Il ne va pas le dire lui. Si je pose la question. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui, monsieur? Non mais j'essaye la question. Bon alors, allez-y, essayez la réponse. Il n'a pas délégué pour le faire. S'il doit le faire, ça viendra en temps et en heure, évidemment. Est-ce que vous le savez? Bien sûr qu'il le sait. S'il va être candidat ou pas? Non, il le dit. Il ne parle pas de ça avec nous. Non. En tout cas, vous êtes d'accord qu'il est beau? Bien sûr. Bon, il y a eu d'autres présidents qui étaient beaux avant lui, je pense. Hein. Non, mais c'est important, c'est important. Ouais, une question intéressante. S'il vous plaît, Guillaume. Moi, j'ai une question beauté. Mais non. Mais c'est bien. Vous avez récemment changé de look. Il y a énormément d'articles là-dessus. Cyril, vous parlez de votre barbe tout à l'heure. Alors, moi, j'aime beaucoup comme ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi de votre part pour vous donner une image plus décontractée en tant que ministre de l'Éducation? Non, c'est une bonne question. Non, pas du tout. En fait, je me laisse pousser la barbe chaque été. C'est ce que je fais depuis longtemps parce que c'est une façon de se reposer. Et puis, à la fin de l'été, il y a un petit référendum familial pour savoir si je la garde. Et jusqu'à présent, là, c'est passé. C'est passé cette fois-ci. Parce que quand on vous a vu revenir cet été, je me suis dit, le ministre, c'est allé faire Koh-Lanta, là. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Alors oui, Isabelle. Moi, j'ai une question people. On dit que vous êtes le chouchou de Brigitte Macron, qui vous aurait recommandé à Emmanuel Macron en début du quinquennat. Quels sont vos rapports actuels avec elle et est-ce que vous considérez que vous lui devez votre notoriété en politique et votre longévité au gouvernement? Alors la question va s'arrêter un moment. Ne vous inquiétez pas. On est sur une fin de question. Vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Alors, allez. Non, mais c'est pas une question people. Je crois que c'est un fait qu'elle m'avait entendu à la radio quand on ne se connaissait pas encore et qu'elle avait apprécié ce que j'avais dit et que donc elle en a parlé à son mari et que c'est comme ça que nous nous sommes connus avant l'élection présidentielle de 2017. Et vos rapports actuels? C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve mille qualités. D'ailleurs, je pense que ça se voit quand on la voit à la télévision ou ailleurs. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très fine. Je l'aime beaucoup. Mais qui, contrairement aux autres femmes de président, est très discrète et n'a pas eu vraiment de rôle en tant que première dame. Oui, je pense qu'elle cherche justement pas à empiéter. Vous voyez, par exemple, elle s'intéresse beaucoup au sujet éducation, mais on a fait des choses ensemble contre le harcèlement à l'école en particulier. On va continuer. Sur le sujet des enfants malades aussi, elle est très mobilisée, mais elle est toujours respectueuse du domaine de chaque ministre. Donc c'est assez agréable. C'est un mot que vous allez apprendre. Oui, Géraldine Maillet. Vous parlez de l'intérêt de l'enfant, justement, tout à l'heure encore, on a reçu la mairesse. Il y a un enfant qui a été raccompagné par un policier municipal parce que sa maman n'avait pas réglé la facture de la cantine. Est-ce que c'est une méthode que vous approuvez ou que vous condamnez? Alors, j'ai entendu tout à l'heure de quoi il s'agissait. Je pense qu'il faut toujours viser l'intérêt de l'enfant, justement. Et on peut comprendre la position de chacun dans une affaire comme celle-ci. C'est pour ça que, à mon avis, moins on en parle, mieux on se porte. Parce que ce qu'il faut, c'est que l'enfant soit préservé de polémiques. Donc, on doit toujours rechercher l'intérêt de l'enfant. Donc là, en l'occurrence, qu'il puisse manger, qu'il puisse ne pas être embêté par les autres. Après, c'est normal qu'on doive payer la cantine. Il faut trouver une solution sociale, oui. Raymond, ça va? Vous pouvez poser une question, monsieur le ministre? Moi, j'écoute. Non, j'écoute. Ça va, il se croit à l'école. Il est à l'école, il est au fond de la classe, il écoute le ministre. Je suis à l'école, c'est impressionnant. Alors, non, vous êtes récemment sous le feu
des magazines People. Est-ce que vous vivez bien cette notoriété qui est arrivée d'un coup ou est-ce que ça vous dérange d'être sur la une des magazines People comme ça ? Ça vous gêne ou pas ? Non, je ne pense pas l'être beaucoup. En tout cas, je n'ai pas trop vu. Mais la notoriété, c'est un sujet qui vous arrive peu de temps après avoir été ministre. Donc les gens vous reconnaissent dans la rue. Ça a des aspects sympathiques, parce que les gens sont souvent très gentils. Vous parlent de l'école. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, évidemment, on me parle de l'école. Et j'aime bien ça, en fait. Donc ce n'est pas désagréable. J'ai connu très peu d'agressivité, en réalité. Vous seriez triste si vous n'étiez plus ministre ? Écoutez, il y a des avantages et des inconvénients à ne plus l'être. Ce sera forcément. Vous feriez quoi ? Mon métier, c'est professeur, donc j'ai vocation à redevenir professeur. Mais bon, vous allez travailler sur la campagne d'Emmanuel Macron. Mais ça, si campagne il y a, je serais évidemment concerné par cette campagne. Bien joué. Forcément, vous avez encore du boulot pendant pas mal de temps. Oui, Kelly. Oui, alors tout à l'heure, on parlait du harcèlement scolaire ensemble avec ce que vous avez fait avec Brigitte Macron. Moi, j'ai une question, c'est on assiste tous à des dérives sur les réseaux sociaux. Il en parle dans le livre. Oui, et justement, moi, j'aimerais savoir si vous pensez que ça a un impact sur la vie réelle des étudiants. Et est-ce que vous avez des solutions à amener sur ce problème-là ? C'est un énorme sujet, bien sûr. C'est le plus difficile. On a progressé sur le sujet de la lutte contre le harcèlement, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a le harcèlement et le cyberharcèlement. Sur le harcèlement, on arrive à progresser en ce moment. Il y a un programme qu'on appelle phare, qu'on a expérimenté depuis plusieurs années et qui maintenant a vocation à exister dans tous les collèges et tous les lycées de France depuis cette rentrée, et qui fait que chaque établissement doit avoir des ambassadeurs contre le harcèlement. Ça veut dire qu'on responsabilise les adolescents dans le fait de repérer les problèmes de harcèlement et apporter des remèdes. C'est très important parce que tout le monde doit se responsabiliser là-dessus. Évidemment, les chefs d'établissement, les professeurs, les adultes, mais aussi les élèves eux-mêmes. Et il y a des très belles choses qui se passent dans des établissements aujourd'hui pour lutter contre ça. Le cyberharcèlement, c'est encore plus difficile de lutter contre ça parce que ça dépasse le cadre de l'établissement. Mais déjà, ces méthodes-là fonctionnent un peu. Et on doit surtout avoir la coopération des grandes plateformes. Donc on parle avec Facebook. Alors certaines ont commencé à faire des choses un peu intéressantes, mais le compte n'y est pas encore. Instagram, je sais que Facebook veut faire des choses, mais on doit aller beaucoup plus loin pour éviter que la haine se déverse comme ça, et notamment sur des mineurs. Et donc c'est un sujet très grave qui peut mener jusqu'à des suicides et à des choses gravissimes. Et donc on essaye de prendre ça à bras-le-corps. C'est un problème mondial aussi. On a encore beaucoup de boulot là-dessus. On a encore boulot, mais on est vraiment désireux d'avancer cran par cran sur cette question. Oui, Mathieu. Monsieur le ministre, j'aime pas tout chez Zemmour, mais j'aime l'ordre. Et je trouve qu'on en manque beaucoup en France, et notamment dans l'école, où ça devient extrêmement violent. On a peur d'aller à l'école aujourd'hui, ce n'était pas le cas à mon époque. Il est pour le retour à l'uniforme. Est-ce que vous aussi ? Moi, j'ai jamais eu de problème avec le principe de l'uniforme pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a un problème qui d'ailleurs était un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire celui des marques, quand on a parlé même de l'allocation de rentrée, c'est-à-dire le fait qu'il y a une concurrence à l'achat de biens de consommation très chers entre les enfants, et puis on leur met dans la tête finalement des objectifs de se procurer tel vêtement de marque ou tel objet de marque, et ça c'est une très mauvaise chose. Donc une vertu d'un habit commun, c'est celle-là. Donc après, je suis pas l'uniforme. Je suis pour que les établissements soient libres de pouvoir le faire. Et parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça s'il n'y a pas une adhésion de la communauté, c'est-à-dire des parents d'élèves, des élèves, des adultes. J'ai moi-même contribué à ce qu'un établissement dont j'ai contribué à la fondation, qui est l'internat d'excellence de Sourdin, ait l'uniforme. Aujourd'hui, ils l'ont, et c'est très bien. Mais si demain on décidait l'uniforme pour tous tout de suite, je pense qu'il y aurait beaucoup d'effets contre-productifs, donc il faut y aller. Ça aurait un coût, mais qu'on pourrait assumer justement par des coûts de rentrée. Donc vous êtes pour. Je suis pour que ce soit basé sur le volontariat et que ça se développe, parce que ça permet de lutter contre un certain nombre de phénomènes, et ça va dans le sens de l'égalité. Oui. Vous avez suivi un petit peu l'affaire, Éric Zemmour qui a été évincé de son émission Face à l'info sur CNews par décision du CSA. Il dit que le gouvernement veut le faire taire. Il le sous-entend. En tout cas, il a un nouveau sondage aujourd'hui qui le donne à 10% d'intention de vote. Quand Éric Zemmour dit que le gouvernement veut le faire taire, vous lui répondez quoi ? C'est une contradiction dans les termes, puisque tout le monde entend parler de lui. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui. Donc c'est comme les gens qui disent qu'on est en dictature. Si vous voulez, il y a une diversité d'opinions dans ce pays. C'est quelque chose de très important, de très fort, qu'il faut préserver comme quelque chose de fondamental et de précieux. C'est ça la République et la démocratie. C'est que tout le monde peut s'exprimer, et il peut s'exprimer, chacun le sait. Vous pensez qu'il va être candidat, vous ? Lui ? Oui. Je pense, oui, c'est bien ce que je comprends, oui. Ouais, vous pensez qu'il va être candidat à la présidentielle ? C'est une candidature qui vous fait peur pour Emmanuel Macron ou pas du tout ? Moi, je suis très démocrate, donc je pense qu'il est important d'avoir une diversité d'expression. Sa voix est une voix parmi d'autres, et il est normal qu'il s'exprime. Oui.
D'accord. Vous comprenez la décision du CSA Oui, alors je n'ai pas trop vocation à la commenter, mais je n'ai pas non plus regardé de très près, mais il me semble que c'est assez normal que si des personnes vont être candidats à l'élection présidentielle, il y ait les mêmes règles du jeu qui s'appliquent pour tout le monde. Oui. D'accord, parce qu'il n'a pas encore été... oui, alors j'imagine qu'il y a un débat autour de ça, mais... Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il ne s'est pas encore présenté. Voilà, mais bon, en tout cas, pour l'instant, il est out de CNews, oui. Sur la crise du corona, il y a deux mondes qui sont affrontés. Il y a les scientifiques et les politiques. Et c'est vrai que certains ministres, dont M. Véran, qui est médecin, étaient plutôt pour la fermeture des écoles, et c'est un peu opposé à vous. Est-ce que vous êtes rival avec le ministre de la Santé dans cette crise? Alors d'abord, on est amis, on s'aime bien. C'est qui vos ministres avec qui vous êtes les Oh, j'en aime beaucoup, il y a beaucoup de potes. On s'appelle à la veille, tu vas au conseil des ministres demain? Tu vas pas? Est-ce qu'il y a des mecs, vous avez des potes, Olivier Véran, c'est un pote? Oui, bien sûr. Je lui parlais ce matin, par exemple. J'aime beaucoup Jacqueline Gouraud, pour vous donner un exemple. Ah ouais. Où j'étais avec Roselyne Bachelot tout à l'heure. Enfin, vous voyez, c'est des gens... Vous entendez bien, il y a une bonne ambiance? Oui, je trouve, oui. Il y a une bonne ambiance. Après, il est normal, c'est classique, qu'entre deux domaines, il puisse y avoir du frottement, de la discussion, mais c'est logique. Et ça nous arrive d'avoir des points de vue différents, c'est normal. C'est vous qui avez gagné. Et Véran avait un beau bras quand elle était vaccinée. C'était très belle photo. Mais c'est pas possible. On a un beau c'est incroyable, ce mec. Explique ça. Yann Moix. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. On s'était rencontrés dans une autre émission. Oui. Vous avez vu comment il fait, lui? Par rapport à vous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. On voit que voilà, Je ne sais pas si Emmanuel Macron est beau, c'est vrai qu'il n'est pas allé, mais je ne sais pas si vous ne trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à Boris Vian. Enfin, c'est une parenthèse. J'ai toujours trouvé que Emmanuel Macron avait une ressemblance physique avec l'écrivain Boris Vian. Non. Très honnêtement. Alors eux, ils ne voient pas. Très honnêtement. Ils ont vendu Lévian. On a peu le sentiment qu'un ministre a autant été à sa place. C'est-à-dire qu'on a l'habitude. On aime bien en France casser du politique et je dois avouer que je crois que dans la Ve République, on a rarement vu un ministre dont on sentait qu'il était à ce point à sa place. Vous ne vous êtes pas laissé impressionner par ce qu'on appelle le mammouth. Vous avez réussi à slalomer avec les syndicats. Vous avez pris à bras-le-corps la réforme du baccalauréat et du lycée. Vous voulez manger chez Jean-Michel Blanquer? Non, j'ai une question. Vous n'avez pas été aidé, il est vrai, par le Covid, et on a l'impression quand même que les écoliers, les étudiants sont perturbés, que parfois les frontières sont poreuses entre la première, la terminale, la seconde. Ils ne savent pas tellement où ils se trouvent et où ils habitent. Et très honnêtement, on peut aussi de temps en temps décerner à certains ministres des lauriers, et je crois que vous êtes fait pour cette fonction et que d'une certaine manière vous l'avez honoré. Ma question est quand même un peu pernicieuse dans la mesure où j'étais à titre personnel. Elle arrive à quelle heure la question? Il est 21h. Cyril, non mais j'adore. Même si effectivement vous avez réussi à démathématiser le baccalauréat pour replacer la littérature au cœur de l'enseignement, tout ça m'a beaucoup plu et en même temps j'ai eu une déception à un moment donné. À moins que ce soit des bruits de couloir, j'ai cru comprendre que vous étiez déçu de ne pas avoir le ministère de l'Intérieur. Et c'est un peu décevant du point de vue de ceux qui vous soutiennent, parce qu'on se dit, il incarnait tellement ce ministère, pourquoi est-ce qu'il a eu la tentation finalement ou la déception de ne pas aller à l'Intérieur? C'est une bonne question. Oui, elle est très bonne, parce qu'elle me permet de clarifier. Je vois écrit ça en permanence, mais c'est faux. C'est-à-dire que je n'ai jamais demandé le ministère. Non, mais ça aurait été légitime, on a le droit aussi de vouloir évoluer. Bien sûr, bien sûr, mais en l'occurrence, la réalité factuelle, c'est que quand il y a un remaniement, le président, avec le Premier ministre, est tout à fait libre de vous proposer quelque chose. Donc l'idée que je puisse devenir ministre de l'Intérieur, elle a circulé, en effet, et il a pu la formuler. Mais moi, je n'ai jamais demandé ça, et quand il m'en a été question, j'ai dit que je préférais le ministère de l'Éducation nationale. Ça vous aurait plu comme ministère? Vous savez, à partir du moment où le président de la République pense que vous êtes utile dans une fonction, je trouve que c'est normal et loyal que de l'accomplir. Mais moi, je n'étais pas du tout demandeur de partir de l'Éducation nationale, puisque comme vous l'avez rappelé, depuis le début, j'ai dit que je souhaitais rester tout au long du quinquennat, et c'est pas pour rien que j'y suis resté d'ailleurs. J'ai pas cherché à être ministre de l'Intérieur. Matignon vous plairait ou pas? Non, mais à un moment donné. Non, mais intellectuellement. C'est important. Intellectuellement. Le cas échéant, le moment venu. Mais en tout cas, j'étais pas du tout pressé, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, de sortir du ministère de l'Éducation. Je suis extrêmement honoré de ce qui m'a été proposé par le président de la République il y a maintenant 4 ans et demi. Et voilà, après, je considère que c'est d'abord ça que je dois faire. L'avenir, on verra bien. Et vous êtes peut-être resté aussi longtemps parce que personne ne voulait se on va pas discuter là. Vous n'avez pas forcément tort. Alors, vous avez vu qu'il y a Anne Hidalgo qui va se présenter. Au ministère de l'Éducation?
Non, la présidence. Et Anne Hidalgo a dit, elle a fait une proposition. Voilà, alors qu'aucun professeur ou presque ne demande autant. Forcément, ça a fait réagir. Elle a dit qu'il fallait payer les professeurs, devaient être payés double. Avec l'argent acquis. Avec son oseille, avec les travaux qu'elle a pris. Là. Oui. J'ai déjà dit que ça me paraissait être un peu le comble de la démagogie, ce qu'elle a dit. Ça n'est tout simplement pas faisable. Le calcul est simple, c'est 150 milliards d'euros au cours du prochain quinquennat. Donc c'est évidemment pas possible. Donc je trouve que c'est trompeur. Je trouve que c'est pas respectueux même vis-à-vis des principaux concernés et des professeurs parce que ils sont intelligents, ils savent que c'est de la démagogie. Oui, je pourrais expliquer pourquoi c'est. Par contre, on adore les professeurs, les instituteurs. Moi, je trouve qu'ils sont sous-payés. Les professeurs ne sont pas assez bien payés en France. Je suis le premier à le dire. D'ailleurs, toute la deuxième partie de mon ouvrage ça, vous en parlez. Est sur le sujet. Et donc, nous avons commencé. Vous avez augmenté d'1 milliard d'ailleurs l'année prochaine, ce sera dans cette. Oui, sur l'ensemble du quinquennat. Mais Anne Hidalgo a dit un truc qui n'est pas réalisable. Non. Alors d'abord, ce que je dis à Mme Hidalgo, c'est que dans le quinquennat qu'elle a soutenu, c'est-à-dire celui de M. Hollande, il y a eu moins de progression du pouvoir d'achat que dans le quinquennat actuel. Nous avons plus augmenté le budget de l'éducation nationale. Donc déjà, sur le plan des preuves, nous allons plus loin. Maintenant, on doit faire plus, d'ailleurs à l'échelle de la France, mais c'est vrai dans le monde entier. Dans les sociétés du futur, on a besoin du professeur. On se rend compte avec les confinements que ce ne sera jamais remplacé par des robots, par des ordinateurs. On a besoin de l'être humain, tout simplement. Et le professeur est central pour l'avenir de nos pays. Donc, il doit être bien payé. Et donc, en effet, il faut, là où on va être d'accord, c'est qu'il faut augmenter les professeurs. Mais de manière échelonnée. J'ai vu que tout le monde était tombé dessus, il disait que c'était n'importe quoi. Oui, même Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Même Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Mais elle laisse entendre qu'elle prendra de l'argent ailleurs, sur la totalité de l'argent. Elle va prendre de l'argent à Paris, elle doit avoir une caisse noire, c'est pas possible. Non, mais elle est incroyable, elle. Alors, on va parler aussi d'un autre sujet, c'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui pour sa gestion de l'épidémie. Aujourd'hui, tout le monde n'a parlé que de ça. Et c'est vrai qu'on vous met face à l'actu, c'est l'actu du jour. Quand vous voyez ça, vous pensez quoi de cette mise en examen ? Alors, on n'a pas vocation en tant que responsable politique à commenter les procédures judiciaires, mais ce qui est sûr, c'est qu'en démocratie, on doit vraiment distinguer la responsabilité politique et la responsabilité pénale. La responsabilité politique, ça veut dire rendre des comptes, notamment devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et aussi devant les médias, pour expliquer ce qu'on fait, et c'est ce que nous faisons. Et je pense qu'on est un des pays où il y a eu le plus d'auditions devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat. Moi-même, j'ai passé évidemment des dizaines d'heures à expliquer ce que nous faisons. C'est normal, c'est ça la démocratie, et c'est ça la responsabilité politique, ce qui fait que si le président, le Premier ministre ou la majorité pensent que vous faites mal votre travail, vous sortez. Et puis aux prochaines élections, si vous l'avez mal fait, vous n'êtes pas réélu. C'est ça la responsabilité politique. La responsabilité judiciaire, c'est quand vous avez commis une faute grave. Donc, évidemment... Pour vous, il peut y avoir d'autres ministres qui peuvent être inquiétés ? Ce que je peux dire, c'est que j'étais son collègue, évidemment, pendant la période assez courte, finalement, où elle était ministre de la Santé pendant le début de ce phénomène. Je l'ai vu au travail, extrêmement attentif, et bien sûr qu'elle voulait bien faire. Et je pense que d'ailleurs, il y a certaines choses qu'elle a Ça vous a triste de voir ça ? J'ai de l'amitié pour Agnès Buzyn, oui, bien sûr. Vous l'avez appelée ? Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. D'accord. Vous lui avez dit que pensiez à elle ? Oui, bien sûr. D'accord. Pour vous, elle a fait son boulot et elle a fait ce qu'elle a pu. Oui, encore une fois, je ne veux pas interférer avec une procédure, mais c'est juste que ce que j'ai vu moi, c'est une personne de bonne volonté, cherchant à bien faire, dans un moment où, dans le monde entier, tous les ministres de la Santé étaient dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire arriver à découvrir la meilleure approche de ce nouveau phénomène. Oui. Oui, Raymond. C'est ça l'histoire. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Alors, qu'elle soit mise en examen, c'est la démocratie, il n'y a pas de souci, mais elle était ministre de la Santé au début, où on ne connaissait rien de cette crise. Elle, ce qu'elle a fait, il y a bien quelqu'un qui lui a dit de dire ça et de faire ça. Donc maintenant, qu'elle soit mise en examen, c'est bien, mais il y a d'autres gens qui sont aussi au gouvernement, qui vont, à ce moment-là aussi, on dit des bêtises, on fait des bêtises au même titre qu'elle, qui devraient être mis en examen plus tard. Et des médecins qui ont donné des mauvaises informations. Et des médecins qui ont donné des mauvaises informations, qui devraient être mis en examen plus tard. Tous ceux qui ont constitué un bordel comme ça. Rétroactive de la situation. Mais non, mais Agnès Buzyn avait pu deviner que le monde entier allait être mis à l'arrêt par un virus, vous savez. Il ne faut pas que ce soit un fusible. Il faut porter une responsabilité quand même extrêmement lourde. Il ne faut pas que ce soit un fusible, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il ne faut pas que ce soit elle le fusible. Il ne faut pas aller plus vite que la procédure. Qui a d'autres questions pour le ministre ? Oui, Guillaume, vous vouliez dire. C'est bon, j'avais...
Question look, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez? Non, j'avais une question beauté, c'est tout, j'ai eu Mario. Encore? Je crois que vous avez une autre question beauté. Oui, Yann Moix, j'en ai une. Alain Finkielkraut a donné une interview dans le Figaro récemment où il disait qu'aujourd'hui, finalement, la réflexion ne passait plus par la littérature, par le littéraire, mais exclusivement par le scientifique, et que finalement la connexion entre la culture et la littérature était mort, et qu'aujourd'hui on avait accès directement à la culture par la science. Ça va, Jean-Michel Blanquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Est-ce qu'il y a une contradiction dans le fait qu'aujourd'hui on apprend aux enfants à lire à lire sur un écran? Est-ce que l'idée d'apprendre à lire sur un écran ne recoupe pas la réflexion d'Alain Finkielkraut? Si, je pense. Alors d'abord, il faut bien préciser. Alors déjà, bravo, parce que vous avez compris la question. Déjà, là, on voit que c'est... Voilà, nous, on a la radio. Les spectateurs aussi, vous étiez le seul, Cyril, à Oui, c'est vrai. Raymond? J'ai rien capté. C'est un faillot. Non, pas du tout, non, je te jure que non. Alors, je reformule la question dans ma réponse. Si Alain Finkielkraut dit ça, c'est pour évidemment le déplorer. C'est-à-dire pour dire qu'on perd de la complexité dans notre analyse des choses, parce qu'on ne lit plus assez les romans, parce qu'on n'est plus assez pénétré de littérature. Les supports et les supports, on change aussi, c'est-à-dire qu'on perd le papier au profit du numérique. Il a évidemment raison d'avoir peur de ça, parce qu'on doit craindre ça. Moi, je défends le livre en particulier. Je défends le fait que les enfants apprennent à lire sur des livres en papier, même des livres en tissu à la maternelle, et qu'ils écrivent à la main. Vous savez, il y a eu des expériences aux États-Unis où les élèves à la fin n'écrivaient que sur clavier et jamais avec la main. Et on en est revenu parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Steve Jobs et Bill Gates ont refusé que leurs enfants utilisent des tablettes, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. Beaucoup de choses nous permettent de relativiser le numérique. Donc il ne s'agit pas de vivre sans le numérique, c'est impossible et ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'on doit le cantonner à certains aspects. Donc par exemple, à l'école primaire, c'est normal qu'à certains moments, il y ait du numérique. Ça peut être utile. Par exemple, pour le calcul mental, ça peut être très utile. Mais pour la lecture, recommandons les livres en papier, bien sûr. Une dernière question. Oui, Cyril disait tout à l'heure, vous avez eu quelques réticences à l'idée de venir à l'émission. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté finalement de venir en TPMP? Parce que je l'ai trouvé sympathique. Voilà. Alors, notre échange, ouais. Mais oui, parce qu'il une bonne question. Il est venu me voir après le petit film qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai. Et il m'a dit des choses que j'ai trouvées on s'est parlé. Justes. Et du coup, j'avais aucune raison de refuser une invitation. C'est parlé, on est à Center Park, voilà. Bowling, tout ça, quoi. Oui, dernière question. Non, et elle est sérieuse. Non, mais pour de vrai, là, j'ai été extrêmement choqué par le fait que le président ait été giflé par quelqu'un. Je crois que cette personne a pris 14 mois de prison. Alors il va venir je crois en plus avec sursis, c'est-à-dire absolument rien. Je trouve que c'est une honte. Est-ce que vous êtes choqué par cette décision? Et j'ai été choqué par le fait que le président Macron ait dit ce jour-là, c'est rien, c'est pas très grave. Or, c'est très très grave. Un président qui est frappé dans un pays, c'est tout le pays qui est touché. Est-ce qu'on aurait fait ça avec Trump? Est-ce qu'on aurait fait ça avec un autre président? Est-ce que vous trouvez vraiment qu'Emmanuel Macron a la posture d'un président? Il n'a pas été respecté pendant son quinquennat. Non, je pense qu'au contraire, il a respecté d'une certaine façon la séparation des pouvoirs quand il fait ça, c'est-à-dire il laisse l'autorité judiciaire faire cela. Et il a au contraire, il y a une forme de hauteur de vue, c'est-à-dire il dit finalement à partir du moment où c'est fait, ça ne devient plus mon sujet, ça devient un sujet que le juge va estimer dans son indépendance. Lui après, au contraire, je pense qu'il y a une noblesse de son approche. Mais en même temps, ce que vous dites est très juste, c'est grave, c'est pas un fait anodin, mais je trouve que sa réaction n'a pas du tout. Oui, mais c'est parce que vous réagissez de façon noble que précisément vous allez à l'encontre de ce qu'a voulu faire la personne. C'est-à-dire, elle veut vous abaisser. En faisant ça, la personne veut abaisser la fonction. En réagissant de cette façon-là, il anoblit la fonction. Précisément par sa clémence. Pardon, ce qu'on a dit aux jeunes, si vous frappez le président de la République, le plus haute personne de ce pays, vous prenez 4 mois de prison? Non, mais surtout, mais il y a quand même un procès pénal et c'est grave, bien sûr. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été avec nous. Merci.